les samedis, à partir de 10h, suivez votre émission, Le Grand Direct de Diaspora FM. Émission de débat politique, économique et social. Le Grand Direct. Auditrices, auditeurs de Diaspora FM, bonjour et bienvenue à votre émission Le Grand Direct de Diaspora FM. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Avec nous, une invitée. Je lui laisserai le soin de se présenter. Bonjour les auditrices et auditeurs de Diaspora FM. Bonjour monsieur le journaliste. Je suis Imelda Bada, présidente de l'association Partage Diaspora béninoise, une des filles du Bénin qui vit en extérieur et qui est contente d'être sur le territoire aujourd'hui. Il faut dire aux auditeurs que vous êtes quand même déjà passé au moins une fois. C'est vrai que ça fait un peu longtemps maintenant. Sur cette émission, vous y revenez et ce sera pour décortiquer un peu l'actualité avec vous, votre vision des choses aujourd'hui. Et est-ce que vous êtes d'accord avec les Cotonois, les Béninois, vos frères qui sont restés au pays, que aujourd'hui vraiment c'est chaud, la vie est chère? Bon, je ne dirais pas que je ne partage pas la vie de mes frères et sœurs, de mes papas et mamans qui sont ici. Mais je dirais que la vie est chère un peu partout. Parce que nous avons connu pas mal d'actualités qui ne touchent pas que le Bénin. Et aujourd'hui, quand on parle de cherté de la vie, que ce soit dans notre sous-région africaine, que ce soit dans le monde en général, ou que ce soit de la France, d'où je viens, eh bien, c'est une réalité qui a été corsée justement par l'avènement de la Covid-19, qui malheureusement peine justement à partir. Mais au-delà de tout, je pense que ces réalités nous poussent aujourd'hui à chercher une certaine forme d'autonomisation, ne serait-ce que sur le plan alimentaire, pour pouvoir nous en sortir. Oui, vous venez de là-bas, tout le monde connaît, avec le pouvoir d'achat un peu élevé, c'est pas la même chose au pays. Est-ce que vous avez fait un tour au marché pour chercher à comprendre, à connaître un peu les prix des denrées de première nécessité aujourd'hui? Le maïs, il coûte combien aujourd'hui la mesure selon vous? Monsieur le journaliste, je dirais que les rapports ne sont pas pareils parce que il y a quelques semaines de cela, pour ceux qui ont les échos justement de la France d'où je viens, vous allez voir le président français qui a donné, enfin qui a décaissé au fait 100 € par ménage, par personne dans le ménage qui gagne moins de 2000 € net par mois. C'est pour vous dire que les rapports ne sont pas pareils. Donc là-bas déjà, il y a au moins une assistance à des gens qui sont dans le besoin. Bien sûr, il y a une assistance et ici aussi, je pense que le gouvernement a mis en place aussi des points, mais c'est vrai que c'est pas encore à échelle. C'est pas la même chose, hein? C'est pas encore la même chose. Aucun ménage n'a reçu 100 francs, hein, jusque-là. Je peux vous le certifier. Je pense que nous avons eu des artisans et quelques personnes, des sociétés, des petites et moyennes entreprises. Vous voulez parler des fonds Covid? Oui, bien sûr, parce que c'est dans ce même cadre que les 100 € ont été décaissés de l'autre côté de
de la Méditerranée pour permettre justement à ces personnes d'avoir un peu de beurre dans les épinards, comme on le dit là-bas. Mais là, est-ce que vous avez fait un tour au marché? J'y tiens. Le tour au marché, je pense que les impératifs du terrain ne m'ont pas encore permis de le faire, mais je fais souvent le tour avant de partir pour amener quelques étrennes, quelque chose de chez moi en France en repartant. Alors, je vous le dis, les prix des denrées de première nécessité ont vraiment augmenté et le panier de la ménagère, au-delà d'être vide, crie la famine. Je le conçois bien parce que je sais que avant je donnais 2500 francs pour une sauce à celle qui m'aide à la maison à préparer. Aujourd'hui, je donne 4000 voire 5000 francs pour me faire une soupe de tomates. Voilà, donc je comprends bien. Donc vous voyez un peu, alors, face à cette situation de la vie chère, on a entendu d'abord des syndicalistes se mobiliser contre la chose. Il y a eu près de 6 centrales syndicales qui se sont mobilisées récemment, l'autre vendredi, pour crier un peu leur ras-le-bol. Ce vendredi, c'est le tour de la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, de se dresser contre la chose. Ça devient une question préoccupante vraiment au plan national. Bien sûr, c'est une question très préoccupante, mais je pense que cette question justement va nous ramener, comme je l'ai dit à l'entame, à une réflexion sur notre autonomisation alimentaire. Parce qu'est-ce que vous mettez dans autonomisation alimentaire? Au jour d'aujourd'hui, nous voyons que, on va dire les zones rurales qui continuent malheureusement, malgré tout, d'être une réalité. D'être une réalité parce que personne ne veut rester sur les terres cultivables et cultiver la terre. Au fait, même quand vous voyez des personnes qui font des études en agronomie, ils ont juste une envie. Pour la plupart, heureusement qu'il y a des exceptions bien sûr, mais pour la plupart... Avant de trouver la cause ou, comment dirais-je, d'essayer de déterminer les causes, le phénomène dont vous parlez a une manifestation vraiment visible à Cotonou. Bien sûr. Ce sont les émigrants. Exactement. Le nombre de émigrants que nous avons aujourd'hui dans la ville de Cotonou et les villes environnantes, Calavi et même jusqu'à Alada, Ouida et autres. Bien sûr, et pour la plupart, ils viennent du village sans connaissance. Et ça aussi, ça revient sur une question de civisme, au fait, parce que ces personnes n'ont aucune notion du code de la route, prennent la moto parce qu'ils viennent, on leur dit bon écoute voilà, sans connaître même une cartographie de Cotonou, se mettre comme ça sur la route. Et je pense au fait que cela, entre autres problèmes que nous avons, devrait être déjà trouver solution et qu'on puisse faire comprendre à nos frères qui sont au village que Cotonou, comme je le dis même à l'étranger, n'est pas meilleur que d'où ils viennent au fait. Et que si eux, justement, ils ne cultivent pas la terre, nous assisterons toujours à cette cherté de la vie parce que quand vous vous rendez compte que les produits qui sont censés être produits au Bénin, aujourd'hui sont de plus en plus rares. Parce que moins on Ils sont importés. Non, non, au fait, c'est l'offre. Je donne l'exemple de la tomate, par exemple. Le Burkina Faso, qui n'est pas autant arrosé que le Bénin, nous vend de la tomate. Parce que chez eux, ils en produisent, mais chez nous, nous en produisons presque plus. Moi, j'ai souvenir au fait de ce que quand j'allais avec mon feu père, même aux environs de Calavi, on voyait des plants de tomates. Même dans les concessions à Cotonou, on avait des potagers, des potagers, mais dans les concessions. Aujourd'hui, nous en avons presque plus. Je ne sais plus depuis combien de temps j'ai pas vu à Cotonou un plant de tomates. Et pour parler des champs de maïs qu'on voyait un peu partout à Calavi, il n'y en a presque plus. Parce que Calavi devient une grande ville. Bien sûr, mais il faudrait revoir justement ces aspects parce que oui, on veut bien un développement, on veut bien avoir de belles maisons, mais il faut manger quand même. Il faut manger et si on ne produit pas, eh bien, on n'aura qu'à souffrir. On accepte au fait, on ne peut pas tout avoir. Alors, vous dénoncez là, comment dire, ce recul
que nous observons de plus en plus chez nous dans la production, on va dire, du jardin privé, ce qui quand même était une caractéristique de nos parents, de nos grands-parents, donc qui ont quand même dans leurs alentours, dans leurs entourages, quand on est en vacances, c'est des activités qu'on mène à leur côté. Aujourd'hui, c'est la commercialisation à outrance, c'est la recherche effrénée du gain. Quelle cause vous entrevoyez à tout ça? Je pense qu'il y a plusieurs causes à ça, parce que même à l'école primaire, on avait des potagers. Aujourd'hui, je pense que je n'en ai pas encore revu. On avait des potagers qu'on travaillait 2 fois par semaine à la maison, comme vous avez dit, mais petit à petit, on a eu le goût de l'importer. Le goût de l'importer, certainement, qui a pris le dessus, et peut-être démotiver ces personnes qui aujourd'hui se ruent vers Cotonou. Parce que je pense que nos responsables doivent analyser ces plans. Et je ne suis pas une professionnelle de ce domaine, donc je vais faire que des suppositions. Et peut-être que s'ils approfondissent ça, eh bien, ils pourront savoir un peu plus ce que c'est. Mais alors, ce que vous semblez dénoncer aujourd'hui a peut-être sa cause ailleurs. Parce que les jeunes qui quittent les villages, vous savez très bien que c'est déjà par recherche du mieux-être. Mais alors, pour cultiver la terre, mais c'est une autre paire de manches. Le mieux-être, c'est un ensemble de tout, hein, parce que vous avez, déjà quand vous produisez, il faudrait qu'il y ait le marché pour acheter. Il faudrait pouvoir avoir le retour sur investissement. Maintenant, vous lâchez le mot, c'est un investissement. Bien sûr, parce que si vous achetez 1 kilo de maïs que vous plantez, vous espérez peut-être récolter un sac de maïs, voire 2 ou 5. Et si vous produisez ce sac de maïs et que les gens préfèrent aller acheter peut-être, je dis n'importe quoi, mais la semoule de blé par exemple, au lieu d'acheter le maïs que vous avez produit. Il y a un problème. Voilà, exactement. Donc, c'est un aspect de la chose que je vous explique. Du coup, si ces personnes ne vendent pas leur production, arrivé à un moment, ils vont se dire, bon, je suis là, je cultive la terre, ça ne me donne presque rien. Voilà un de mes frères, un de mes cousins qui va avec une moto à Cotonou, ou qui va à Cotonou parce que les motos ne sont pas forcément à eux, qui se fait employer par quelqu'un qui a une moto et qui s'en sort bien. Et du coup, eh bien, moi aussi, je vais à l'aventure à Cotonou. Et bien voilà, la terre est là, il n'y a personne pour la cultiver et tout le monde se retrouve à Cotonou. Et quand nous vivons des moments de crise, comme la crise de la Covid-19, on se rend compte que quand les autres ne peuvent plus nous envoyer leurs produits comme avant, et que nous aussi, nous ne sommes pas capables de nous nourrir, on subit au fait. On subit de plein fouet parce que c'est le rapport du demandeur et du donneur. Et la demande est forte et le don est très faible. Du coup, celui qui va donner, eh bien, il va augmenter le quota. Et aujourd'hui, nous achetons ce qui est là très cher. Et c'est un peu partout pareil. Donc si je vous comprends bien, la cherté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, selon vous, c'est dû à une sous-production de ces produits-là, des produits vivriers, des produits de première nécessité. Au fait, la cherté que nous vivons aujourd'hui aurait pu être amortie si, du moins, nous avons au moins le maïs qu'on produit chez nous moins cher, le gari, un produit du manioc que nous produisons chez nous. Si nous avons de l'huile, je pense que la tomate, les produits basiques, l'oignon, pour pouvoir faire la sauce, voilà, nous pourrons moins crier famine au fait. Oui, mais le problème, aujourd'hui, le constat, il est là. On continue toujours de produire. Et, comment dirais-je, ces cultures vivrières continuent d'envahir le marché. Mais le problème ici, c'est le coût qui grimpe. Et le porte-parole du gouvernement, Wilfried Ndongbeji, là encore, il dit, jeudi dernier, le gouvernement travaille à d'abord, retenir la production au pays, parce qu'il y a beaucoup qui en exportent, au point où, à l'intérieur, on en manque. Et deuxièmement, il y a la politique pour maîtriser les prix, ce qui n'est pas facile, à cause des temps qui courent.
Bien sûr, heureusement d'ailleurs que cette décision a été prise depuis quelques mois déjà pour réduire l'exportation de nos produits parce que nous en avons également besoin au Bénin. Mais au fait, c'est comme j'ai dit, celui qui produit sa terre a envie de rentrer dans ses fonds. Et du coup, quand on vous dit à Cotonou que vous envoyez votre produit et que genre vous ramenez la tomate fraîche bien sûr, et que la bonne dame elle vient au marché, elle voit votre tomate mais elle trouve que voilà, acheter la tomate concentrée est mieux pour elle que d'acheter la tomate produite au Bénin. Et que vous retrouvez avec des paniers de tomates pourries à la longue. Je pense que le mieux, c'est de calculer pour dire, bon, voilà, il faut, sachant que ces produits, justement, pour la plupart en boîte, ne sont pas forcément des meilleurs pour la santé. Du coup, c'est un peu ça. Alors, quelle solution alors entrevoyez-vous au final à cette situation? Parce qu'il y a 1000 problèmes qui se posent à ce niveau. Je pense que nous devons continuer dans le sens que va le gouvernement du Bénin à travers le ministère de l'Agriculture, qui encourage et qui donne aussi des semences, bien sûr, pour nos cultivateurs qui sont là, les encourager à continuer, encourager nos jeunes agronomes d'aller réellement sur la terre, de ne pas chercher forcément d'aller s'asseoir dans un bureau pour pouvoir dire qu'ils sont voilà, des spécialistes, mais de réellement communiquer avec la terre et de pouvoir nourrir réellement le peuple béninois. Et après, pour ce qui concerne le problème de les eaux, je pense que le gouvernement ferait mieux de s'y pencher également pour que nous puissions réellement profiter de notre terre si riche et si fructueuse pour pouvoir ne pas continuer dans cette galère. Une vraie galère. Et franchement, ce problème, j'ai envie qu'on s'y attarde un peu plus, parce que l'agriculture, vous l'appelez de tous vos voeux, les jeunes, ceux qui sortent, comment dirais-je, de la faculté des sciences agronomiques, ceux qui, en tout cas, ont fait des diplômes dans le domaine, n'ont qu'à s'y vraiment adonner. Mais il y a un grand problème à ce niveau. Est-ce que le gouvernement n'a pas un rôle à jouer pour, mettons, bâtir une politique incitatrice à aller à la terre? Cela suppose la maîtrise de tous les paramètres et surtout le premier à non-l'investissement. Oui, je pense que c'est un problème sur lequel ils peuvent et je pense que c'est sûr qu'ils en ont déjà, ils en ont pensé. Ils ont pensé à ce problématique. Oui, il y a le PAG2 qui ici est étalé beaucoup plus dans certaines rubriques pour donner quand même la vision que le gouvernement nourrit à travers ce secteur-là. Bien sûr, et du coup, quand il y a cet appel, quand il y a cette main tendue, il faudrait qu'il y ait l'autre main pour pouvoir l'attraper, pour pouvoir la saisir. Du coup, c'est pour cela que moi j'appelle nos frères et sœurs justement qui sont dans ce domaine à réellement prendre conscience de leur rôle au fait, de leur rôle, parce que si aujourd'hui, je répète, si au moins les produits de base qui sont produits au Bénin étaient là en quantité suffisante, nous aurons moins de difficultés. Et ces produits n'auraient jamais été aussi chers que ce que nous avons aujourd'hui. Parce que si la quantité de produits est là, eh bien, le cultivateur il a envie de vendre son produit. Et si la concurrence est présente, eh bien, le prix baisse. Aujourd'hui, justement, très peu de concurrence sur ce domaine, puisque voilà, très peu de cultivateurs. Du coup, voilà, ils essayent de faire leurs chiffres et puis le peuple subit. Oui, mais le problème, je ne sais pas si vous avez vu le Gary de 25 francs aujourd'hui, comparativement à ce que c'était. Pourtant, le manioc est produit chez nous ici. Voilà des problèmes que vraiment le commun des mortels ne comprend pas. Non, la chose est produite au Bénin. Non, le manioc est produit, mais plus en quantité comme avant. C'est ça, en fait. Il n'y a plus la quantité. Si vous voulez essayer de faire un tour
dans les villages, vous allez voir la quantité de manioc, même à Calavi ici. Avant, il y avait plein de plants de manioc. Aujourd'hui, vous voyez presque... Qu'est-ce qui explique la chose? On vend trop de terre ou bien quoi? Je pense que ça aussi, c'est un aspect de la chose. Et c'est un ensemble réellement. C'est un grand sujet. Et je pense que nos autorités doivent vraiment s'y pencher et essayer surtout de trouver des solutions. Voilà. C'est la même chose au niveau. C'est la même chose qui s'observe au niveau de l'arachide. Je ne sais pas si vous voyez nos galettes d'arachide, les cluclis aujourd'hui pour 25 francs. Franchement, c'est bizarre. On n'arrive pas à comprendre. Pourtant, c'est produit chez nous. Bien sûr, c'est le même sujet parce que si le produit de base revient plus cher, la bonne dame, après tout son processus, a envie de rentrer dans ses fonds et doit rentrer dans ses fonds, ce qui est tout à fait normal. Totalement vrai. Et donc, voilà, c'est vraiment un appel que je fais aux autorités compétentes d'essayer de se pencher sur ce cas pour que réellement nous puissions retrouver, et j'y tiens parce que l'autonomisation, du moins alimentaire de quelqu'un est fondamentale. Et là, c'est du peuple béninois. Du coup, je pense qu'on doit réellement se pencher sur ça. Donc vous jetez un pavé dans la mare du ministère de l'Agriculture? Non, je pense que ce n'est pas seulement au niveau de l'agriculture, c'est un ensemble. Parce que par rapport à l'exode, par exemple, c'est pas que là, c'est pas le ministère de l'Agriculture qui va gérer ça. Je parlais de la production dont nous avons parlé. C'est pour ça que je dis c'est un ensemble. C'est le gouvernement tout entier qui doit pouvoir, avec les spécialistes du domaine du développement, essayer de plus se pencher sur cette question pour pouvoir trouver les solutions adéquates parce que voilà, le constat est réel. Le constat est réel. La cherté de la vie, oui, c'est factuel, mais pour pouvoir s'en sortir, il faudrait réellement revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce que nous constatons, c'est ce que nous pouvons sortir de la terre, que nous ne le faisons pas. Et voilà. Alors, la cherté de la vie n'a pas que pour corollaire l'autonomisation ou l'autonomie alimentaire dont vous parlez. Il y a aussi la multiplicité des taxes dans pratiquement tous les domaines, ce que dénoncent fortement et vigoureusement les syndicalistes. Tout à l'heure, vous avez rappelé aux auditeurs et auditrices mon premier passage. Et lors de ce passage, justement, j'avais eu à parler des taxes. Parce que si vous ne contribuez pas à quelque chose, vous ne pouvez pas prévaloir des droits sur cette chose-là. Et quand on est citoyen, on a des droits et on a également des devoirs. Et je dirais même surtout des devoirs. On a plus de devoirs que de droits? Non, je dirais qu'on a des devoirs parce que ce sont les devoirs accomplis qui nous octroient des droits. Parce que si vous ne contribuez pas, c'est comme si vous avez votre enfant et que vous ne contribuez pas à son éducation et que demain cet enfant devient quelqu'un dans la société, devient une personnalité, vous ne pouvez pas prévaloir des droits sur cet enfant-là. Du coup, c'est vrai que ça pique aujourd'hui de voir, je dirais, la société béninoise en train de plus en plus se formaliser, de sortir de l'informel. Du coup, oui, c'est un grand chamboulement pour le moment. Et tout début, au fait, de chaque processus est difficile. C'est comme quand la femme tombe enceinte. Le premier mois, pour qu'il y ait nidation déjà, il y a un gros chamboulement des hormones. Donc je pense que le peuple béninois vit aujourd'hui cette période-là. Et je pense que d'ici peu, ça ira, il y aura une stabilisation. Et chacun de nous pourra réellement profiter. Et encore que cet axe que le gouvernement a mis en place, nous savons pourquoi. Et nous voyons surtout le pourquoi. Donc je pense que oui, c'est mal tombé peut-être
avec l'avènement de la Covid qui a un peu chamboulé les trucs. Mais nous devons essayer de comprendre et faire surtout avec. Faire avec autant de taxes que dont les Béninois n'avaient pas l'habitude, taxes sur le loyer, taxes, comment dirais-je, sur même Momo, où vous envoyez 200, 500 francs à quelqu'un, vous devez payer encore 20%. Mais pensez-vous que vraiment ça puisse aider le Béninois à s'en sortir aujourd'hui? Oui, ça les aidera parce que, pour vous donner l'exemple de la France, justement, qui est le pays qui m'accueille, à part le Bénin. La France est un pays développé, tout le monde le sait. Oui, mais développé, mais justement, ils vivent, la plupart de notre système est justement sur les taxes. Les simples besoins fondamentaux de l'homme sont au moins assurés là-bas par l'État. Oui, mais même une baguette que vous achetez à 80 centimes, vous payez des taxes dessus. Vous payez les taxes sur tout, au fait. Tout, mais vraiment tout. Encore faudrait-il avoir les moyens d'acheter même la baguette dont vous parlez ici. Ah, mais dans tous les cas, si vous voulez manger et que vous achetez même à 1 centime quelque chose, vous avez les taxes dessus. Et si vous ne trouvez pas à manger? Non, je pense qu'il y a des systèmes, comme je vous ai dit, des associations qui tendent la main. Et aujourd'hui... C'est pas la panacée par ici. Si, aujourd'hui, il y a quand même quelques associations qui sont aussi là, qui s'essayent à la chose. Et je pense que, voilà, ça... Et petit à petit, même au niveau du ministère des Affaires sociales, il y a pas mal de trucs qui se mettent en place. Mais la mise en place des choses ne se fait pas comme un coup de baguette magique, mais c'est avec le temps que tout se met en place. Et moi, j'ai espoir, au fait, parce que je sais que quand on veut, on peut. Et aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont des volontés et donc qui ont, pour moi, le pouvoir de le faire. Donc, moi, je demanderai aux frères et sœurs, aux mamans, aux papas, d'avoir le courage de passer cette transition et que c'est sûr que demain sera meilleur. Même si, comment dirais-je, la tirelire va se casser entre-temps. Non, je ne pense pas que la tirelire va se casser parce que nous allons pouvoir nous habituer à vivre en payant des taxes. En payant des taxes qui servent... beaucoup de taxes. Non, les taxes qui servent à développer notre société. Parce que là, vous avez dit, la France est une grande nation. Mais le Bénin aussi est en voie de devenir une grande nation. Et si nous voulons devenir une grande nation, il faut la contribution de tous les Béninois. Un peu comme pour la jarre trouée. Nous devons tous ensemble, c'est pas l'État béninois, c'est pas le président Patrice Talon, c'est pas le gouvernement de la rupture, mais c'est l'ensemble des Béninois. Et c'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, si nous roulons sur une voie goudronnée, nous saurons que cette voie, j'y ai contribué. En tant que Béninois, j'y ai contribué. En payant mes taxes, je contribue à ça. En payant mes impôts, je contribue à ça. Pendant ce temps, il y a beaucoup qui continuent de rouler sur les routes cabossées, de gire dans comment dirais-je, la nuit profonde, sans électricité, la chaleur, et tout coûte énormément cher. Je pense que pour ce qui concerne les routes justement... Encore cabossées. Encore cabossées, justement, comme vous le dites. Beaucoup des routes, déjà les axes principaux, sont déjà en voie d'aménagement. Déjà sur le PAG1, il y a pas mal de projets justement routiers qui se sont mis en place et qui ont été concrétisés. Le PAG2 qui a été lancé il y a quelques temps a mis pas mal d'axes en avant et nous avons espoir que justement ces personnes qui aujourd'hui sont encore, je dirais, enclavées, seront désenclavées sous peu. Et l'électricité, je pense que oui, et par rapport au PAG également, presque tous les Béninois d'ici 2023 auront l'électricité. Et si nous en croyons la parole présidentielle. Non, si nous voyons plutôt les actes du gouvernement, je pense que ça pourra le faire. Déjà que je pense que pas mal de Béninois aujourd'hui n'ont plus souvenir du mot délestage.
que nous avons pourtant reconnu sur une très très longue durée. Donc je pense que l'espoir est là et l'espoir doit être tout simplement. Vous êtes totalement optimiste? Bien sûr, au vu de tout ce qu'on voit aujourd'hui, on ne peut qu'être optimiste. Et on se doit de prêter main forte à l'avancée de ce qui se fait. Et ce qui se fait, on le voit bien, c'est des routes, c'est beaucoup de choses qui se font, et même sur le plan de la mobilisation des ressources, on peut dire que les paradigmes ont évolué. Bien sûr, parce que dans la vie, tout est question de crédibilité. Et quand on se bat dans la vie pour être quelqu'un de crédible, le reste suit. Le reste suit et tout acte qu'on essaye de poser est du coup suivi avec attention. Et quand on le pose bien, eh ben, on a les résultats et on a des soutiens de plus en plus nombreux. Et là, vous avez l'impression quand même que le gouvernement est sur la bonne piste. Bien sûr, nous avons plein d'exemples sous nos yeux. Donnez-moi certains exemples. Vous savez, les auditeurs veulent voir, parce qu'il y a beaucoup de pessimistes. Parmi eux. Bon, je vais vous dire déjà, quand on parle de crédibilité, depuis 90, pour ne pas aller au-delà, pour ne pas dire depuis l'avènement de notre indépendance, le Bénin a financé à lui tout seul l'élection présidentielle qui est passée sans aide extérieure. Et pour moi, c'est magnifique. On a vu la teneur. Dans tous les cas, il y a eu des... L'opposition a été exclue, Parlement monocolore par ici. Bref. Je ne dirais pas que l'opposition a été exclue parce que dans un jeu, l'adversaire qui refuse de respecter les règles du jeu ne peut pas se dire exclu. Mais faudrait-il justement que... On ne va pas réveiller les vieux démons. Il y a 2023 qui pointe déjà à l'horizon. Et beaucoup appellent déjà au changement des choses dans ce domaine. Donc on va évoluer. On va évoluer simplement. Je pense que vous avez raison. Mais je dirais juste que comme on le dit en fond, nous on est lieux et font lieu. Et que chacun joue pleinement son rôle et que surtout qu'on ne s'oppose pas au développement du Bénin. Alors moi, quand j'allais sur ce terrain, je pensais que vous alliez me parler par exemple de l'emprunt obligataire, où le Bénin a quand même réussi à lever de grands fonds sur le marché UEMOA. Bien sûr, et ça rejoint la crédibilité dont je parlais il y a quelques minutes. On ne prête qu'aux crédibles. Parce que si vous n'êtes pas crédible, si vous vous ne prouvez pas, ne serait-ce à une banque, que vous êtes capable de rembourser à travers vos revenus mensuels ou annuels, eh bien, on ne vous prêtera pas. Et si le Bénin, comme on le disait, notre petit Bénin d'avant, était encore ce petit Bénin, eh bien, nous n'allons pas pouvoir lever ces financements. Et tout est à l'honneur de notre gouvernement, du gouvernement du Bénin, et l'abnégation, la témérité et le courage du chef de l'État, qu'aujourd'hui nous sommes là où nous en sommes, et voilà, nous ne pouvons que être fiers. Alors, est-ce qu'avec ce gouvernement, on peut rêver ? Est-ce qu'on peut rêver, parce que je me pose la question, est-ce que le Bénin peut poursuivre un destin comme celui de la Suisse, être par exemple un paradis pour les investisseurs, un paradis pour les épargnants? Est-ce que le Bénin peut rêver dans ce sens, avec ce gouvernement-là? Je pense que l'espoir de rêver est clair, au fait. Nous avons tout aujourd'hui pour pouvoir... Déjà, nous avons changé un grand paradigme. Parce que si nous prenons depuis 90, au lendemain des assises, où nous avons décidé de renaître avec le renouveau, que le Bénin a décidé de renaître. C'est d'ailleurs l'anniversaire cette semaine. Bien sûr, et c'est pour cela que j'en parle. Nous avons décidé de renaître, mais malheureusement,
cette renaissance n'a pas tenu toutes ses promesses, pour ne pas dire n'a pas tenu tout court ses promesses. Parce que évidemment, c'est des œuvres humaines. Bien sûr. Et la perfection ne sera relevée de ce monde. Et c'est pour cela d'ailleurs que la suite de l'histoire politique nous a prouvé. Parce que de cette renaissance, nous avons vu le retour du patriarche Feu Mathieu Kérékou, qui est revenu faire les deux mandats légaux qui lui étaient possibles. Et derrière lui, nous avons connu l'ancien président Yahi Boni, qui est revenu avec le mot changement. Parce que le Bénin n'a pas pu n'a pas su se renaître. Du coup, il fallait changer. Donc, il fallait changer des choses. On a conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le changement dans la continuité. Le changement. Non, du coup, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. La continuité de la démocratie, je veux dire. Je pense que je dirais plutôt, au lieu de changer, justement, ça a été plutôt un changement dans la continuité. Avec des politiciens qui étaient de plus en plus véreux. La misère qui a continué, parce qu'aujourd'hui, qu'on crie famine, qu'on crie tout ce qu'on veut, c'est comme on le dit en fond, c'est depuis la base que tout a été fauté au fait. Et pour poursuivre, justement, il nous a brandi le changement, puisqu'ils avaient conscience qu'il fallait changer. Changement, après 5 ans, il a dit, bon, il fallait refonder le Bénin. Oui, quand il a parlé de refondation, c'est comme si vous avez votre maison et que vous essayez de changer l'aspect visuel de la maison pour pouvoir lui redonner vie. Et que vous avez essayé pendant 5 ans et ça n'aboutit pas, et bien vous dites, bon, essayons de raser, de refonder la bâtisse. Il a essayé pendant 5 ans et je pense, parce que les Béninois n'ont pas su donner crédit à son dauphin. Donc, ils ont préféré prendre le nouveau départ. Ils ont préféré rompre avec les vieilles habitudes, de rompre réellement avec les vieilles habitudes. Et du coup, la rupture et le nouveau départ. En même temps. Bien sûr, parce que la rupture et le nouveau départ. Bien sûr, parce que si vous rompez avec quelque chose et vous restez sur place, vous serez tenté de repartir vers ces vieilles choses. Mais si vous prenez un nouveau départ, vous êtes sûr au moins de franchir des étapes. Oui, mais après la rupture, il y a forcément un nouveau départ. Je sais qu'il y a parfois des ruptures qui se remettent avec leur passé. Est-ce une rupture alors? Il y a des divorces non consommés, par exemple. Ah ouais? Où les partenaires se retrouvent très rapidement. Voilà, du coup, pour ne pas tomber dans cette tentation, eh ben, il fallait prendre réellement. Et c'est vraiment réellement le nouveau départ. Et il a fallu du courage. Et c'est là, je loue au fait le courage du chef de l'État parce que nous connaissons nos habitudes en tant que Béninois. Et il a fallu qu'il accepte tout, qu'il soit traité de tout et qu'il se mette réellement au travail avec ses collaborateurs pour pouvoir atteindre. Parce que les objectifs aujourd'hui sont factuels. Et nous vivons ces réalités. Aujourd'hui, vous voyez les agents permanents de l'État aller prendre leurs sous sans pour autant souffrir ou sans pour autant attendre 1, 2, 3 mois pour pouvoir les toucher. Ils les touchent directement. Il y a pas mal de trucs qui ont changé et qui sont réels. Et c'est tout à son honneur. Et je pense qu'un jour ou l'autre, les Béninois, ils lui reconnaîtront tout ce qu'il a eu à faire pour le Bénin. Même si, comment dirais-je, ces réalités ne sont pas vraiment faciles à vivre aujourd'hui, ils arrivent quand même à toucher du doigt les avancées. Bien sûr, parce que c'est comme l'accouchement. Quand une femme est à terme, eh ben, je pense qu'arriver à un moment donné, pour les femmes qui ont une fois accouché, elles pourront témoigner. Quand ça arrive à un moment donné, on a limite envie de dire à l'enfant, reste à l'intérieur, ne sort plus, parce que la douleur est telle que voilà, mais quand l'enfant sort, on est content. C'est la délivrance. Voilà, exactement. Du coup, je pense que patience vient minando, sourou vient minando. Alors, Imed Labana, ça se comprend. Pour vous, comment dirais-je, la rupture, tout est bien dans le meilleur des mondes possibles? Je ne dirais pas que tout est bien parce que ce sont des humains. Et le président Patrice Talon, c'est un être humain. Du coup,
il y a des trucs qui se corrigent, il y a des trucs qui ne sont pas on tombe, on se relève. Exactement. On refait les choses. Bien sûr. Mais on essaye d'atteindre la perfection. Et c'est en ça, au fait, que moi je loue son courage, je loue le courage de ses partenaires également et ses collaborateurs. Et je pense que ça pourra le faire. Ça pourra le faire. Alors, donc, les auditeurs ont compris, ils ont un soutien du régime en place, en face d'eux. Vous êtes de quel parti aujourd'hui? Je suis de Moël Bénin. Je suis partisane de Moël Bénin depuis quelques jours. Pourquoi on vous savait au Bloc républicain? C'est ce que vous nous aviez dit au cours de votre premier passage. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que vous quittiez le Bloc républicain pour Moël Bénin aujourd'hui? Je pense que quand un enfant a la chance d'avoir plusieurs mamans qui sont les femmes de son père et qu'une des femmes, au fait, chez qui elle était, ne l'accueille pas bien, l'enfant a le choix et la possibilité d'aller vers une autre dans la même concession. Tout ça, c'est une allégorie. Parlez-nous en thème clair, en langage clair. Je pense que je suis toujours dans la maison de la mouvance présidentielle. Je soutiens les actions du chef de l'État, comme vous avez compris. Mais aujourd'hui, je suis avec Moël Bénin, bien sûr, qui prône le libéralisme, comme on va dire au niveau du Bloc républicain, mais qui l'accompagne du social et aussi du côté participatif de chaque citoyen. Et c'est ce côté qui m'a séduit, parce que tout à l'heure on parlait de l'agriculture, de la mise en avant de tout ce qu'on fait au Bénin, et ça, au fait, Moël Bénin le fait. Et j'ai été vraiment séduite par ce volet, surtout social, parce que nous ne devons pas tout attendre du gouvernement central. Il faudrait que chaque Béninois reconnaisse son rôle dans le développement du Bénin, et que si moi j'ai 100 francs et que je peux donner 10 francs à quelqu'un pour qu'il aille acheter à manger, c'est aider également l'État à travers cela. Ça, c'est le communisme, hein? Non, je ne dirais pas le communisme, mais c'est du social. C'est du social, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peu ce qui nous manque. C'est un peu ce qui nous manque, parce que l'individualisme a pris l'ampleur. A pris l'ampleur de telle enseigne que nous ne savons même plus partager. C'est pas le communisme, en fait, c'est de tout faire ensemble. Mais non, c'est de quand pouvoir... il y en a pour un, il y en a pour tous. Je ne dirais pas forcément ça, parce que chacun est libre de concevoir la chose. Mais si j'ai et que je peux aider quelqu'un à côté pour que la personne, justement, ne tombe pas dans un besoin profond, c'est aider en même temps la personne, mais aider également l'environnement. Parce que si peut-être je lui donne ces 10 francs et que la personne va manger, peut-être que la personne n'ira pas voler et ne va pas tomber sous les coups de la loi. Donc c'est tout simplement ça, et c'est une vision. Et pour vous dire davantage, comme je me présentais à l'entame, je suis la présidente de l'association Partage Diaspora Béninoise, et entre les volets que nous travaillons, il y a cet aspect du social, justement, qui est mis en avant, où nous partageons des moments de fête avec des enfants, des oubliés de Noël, dans des quartiers un peu reculés. Cette année, nous étions par exemple à Roato, qui est situé dans la commune d'Abomey-Calavi. Et pourquoi aller vers ces enfants-là, justement? Ce sont des enfants qui sont un peu à l'écart de la société que nous connaissons. Les oubliés, les marginalisés. Non, je n'utiliserai pas, c'est un peu fort comme thème. Mais je dirais... parce que c'est des gens qui ont des parents,
mais qui malheureusement n'ont pas les moyens de leur offrir ne serait-ce que ce petit instant de joie. Exactement. Et là, imaginez-les, mettez-vous à leur place, voyant leur frères dont les parents sont mieux nantis ou ont un peu plus de moyens. Vous voyez, vous vivez la détresse qui peut être la leur. Bien sûr. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous essayons justement au cours de ces mini-ateliers d'être présents avec eux, partager un moment de joie, partager un petit repas avec eux pour leur donner espoir de ce que demain, l'espoir est permis. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que forcément demain ce serait pire ou que ce serait toujours comme ça. Où trouvez-vous les moyens pour faire ça? Malheureusement, l'accompagnement souhaité n'est pas au rendez-vous. Il y a quand même le ministère de la Famille. Et des affaires sociales. Nous avons sollicité, nous avons eu beaucoup de promesses, mais cette année justement, vu que c'est d'ailleurs, comme je vous ai dit, le social qui m'a séduit chez Moël Bénin, j'ai eu la main tendue du président Jacques Ayadji, qui m'a dit, écoutez Madame Bada, ce projet, c'est vrai, je n'étais pas au courant avant. C'était 2 ou 3 jours avant l'événement qu'il m'a appelé. Il m'a dit je contribue, ce n'est rien, mais ça m'avait soulagé. Ça m'avait soulagé parce que ça m'a permis, parce que la mise en place, ne serait-ce du plan logistique, les volontaires qui doivent être sur place et tout ça, la sécurité de l'endroit, c'est voilà. Mais bon, on ne va pas s'arrêter pour autant. On essayera de continuer pour pouvoir amener chacun de nous à vraiment faire en sorte que ne serait-ce que ces enfants ne soient pas des nids de délinquance. Encore que maintenant on parle de recrutement de djihadistes. Et ces endroits justement, quand on n'a plus rien à perdre dans la vie, on fait n'importe quoi. Et ces enfants qui sont dans ces quartiers justement doivent pouvoir très tôt être pris en charge pour qu'on leur dise qu'ils comptent pour la société et qu'ils ne s'adonnent pas à des jeux un peu brutaux, je vais dire. Alors Madame Bada, quel est votre comment dirais-je, votre objectif au final dans un projet comme celui-là? Est-ce continuer toujours par leur apporter un sourire dans l'instant ou trouver le moyen quand même de pouvoir embarquer ces jeunes dans un projet beaucoup plus évolutif, beaucoup plus positif pour eux avec, comment dirais-je, au final, peut-être la réalisation de leur être? Le projet, au fait, c'est de pouvoir justement garder des liens avec ces enfants sur de longue durée. Et que ces enfants, justement, soient plus tard la relève de ce projet-là en question. Pour que ces enfants puissent, à la longue, tendre la main, eux aussi, à d'autres enfants. Pas seulement de leur localité, mais dans tout le Bénin. Du coup, c'est pas un sourire d'un instant, mais c'est de pouvoir garder à long terme. Là, par exemple, pour la reprise, nous avons promis, parce que des enfants nous disaient qu'ils n'avaient plus de crayons, des stylos. À la reprise, nous avons prévu des petits lots de stylos, de crayons. Des fournitures scolaires. Voilà, non pas tous les fournitures, mais juste des stylos et des crayons, parce que c'est le budget n'est pas encore vraiment j'essaye de le faire, et puis voilà, donc les bonnes volontés également peuvent nous en envoyer et nous leur serons reconnaissants. J'espère que vous passerez au service commercial pour ce petit message. Alors, pour récupérer plutôt des stylos, je passerai. D'accord. En tout cas, ils ont leurs règles là-bas. Alors, dites-nous, Madame Bada, la prochaine édition, est-ce que vous l'avez déjà ébauchée? Vous avez commencé à préparer? La prochaine édition serait pour janvier 2023. Ce serait pour janvier 2023 et
nous essayerons toujours de pouvoir être à la hauteur de l'attente des enfants et pouvoir élargir, parce que nous avons constaté, parce que à la base nous prenons des effectifs scolaires et nous voyons qu'à chaque fois il y a des enfants du quartier qui s'y mêlent, donc nous allons peut-être non scolarisés et qui sont en effectif vraiment non négligeable. Et là, nous allons essayer de faire en sorte de collaborer avec ne serait-ce que les autorités communales pour pouvoir réellement mettre en place un truc un peu plus large. Voilà. Donc le politique et le social se mêlent chez vous? Le politique et le social vont de pair. Parce que le politique, c'est déjà le développement. Normalement, c'est censé être le développement, je dirais. Ah. Et vous faites la nuance? Oui, je fais la nuance parce que justement, nous n'avons pas compris ça à la base. Et j'ai même un ami qui m'a interpellé sur ce sujet il y a quelques temps et qui m'a dit oui, Imelda, tout ce que tu fais sur le plan social, laisse la politique aux politiciens et fais juste non social. Parce que, mais non, aujourd'hui j'ai compris avec Moël Bénin que c'est possible d'être politique et social, et réellement social. Vous le jurez, vous jurez rester? J'espère bien. Ah, ça commence à changer. Non, du tout pas. Non, mais je suis convaincue, sinon je ne serais pas là. Il paraît que les politiciens n'ont que d'intérêt. Et d'intérêt particulier. En fait, ça, ce sont les préjugés avec lesquels nous avons grandi. Et c'est ce qu'on remarque sur le terrain. Non, je dirais il n'y a jamais aucun politicien qui prenne vraiment le parti du peuple. Ça, en fait, ça fait partie de ce que nous avons hérité depuis 90. Et même, je le disais sur un plateau la dernière fois, quand on dit « Oh, ce monsieur-là, c'est un politicien », c'est limite injurieux. Il y a de mauvaise foi, c'est ce que ça veut dire. Exactement. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Normalement, ça ne devrait pas dire ça. Mais ça devrait être un politicien. Ça devrait être quelqu'un qui se met au service de son entourage, de sa population, de son peuple. Moi, j'aimerais vous poser une question, puisque vous êtes politique, vous êtes politicienne, j'espère pas, comment dire, à l'entendement béninois, mais quand vous vous retrouvez, vous avez assisté, par exemple, à des retournements de veste, mais spectaculaires. Quelqu'un qui était totalement contre quelqu'un, même contre qui il s'est battu aux élections, juste après les élections dit je le rejoins parce que c'est lui qui a... Est-ce que vous vous dites des vérités quand vous vous voyez entre vous? Au fait, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le système partisan doit pouvoir, enfin, de toute façon, prendre tout doucement sa place dans l'environnement politique. Parce que vous conviendrez avec moi que par le passé, on rejoignait un parti pour une personne. C'est-à-dire, Jean, c'est mon frère, c'est mon ami, donc je vais avec lui. Jean, il devait me remettre un marché, il ne me l'a pas remis, et bien je vais chez Paul. Ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on parle de conviction, on parle d'idéologie. Quand on parle de parti politique, on ne parle plus de personnes. Et quand vous voyez ces personnes justement qui quittent, qui font des virages à 100 degrés. Exactement. C'est parce qu'ils n'ont pas de conviction. Pour la plupart, ils sont en train de suivre une personne. C'est-à-dire, Jean a fait son parti politique, il se sent bien avec Jean, il a ses intérêts avec Jean, et bien il est avec Jean. Il n'a pas de conviction politique. Il n'a pas de conviction. Parce que si vous savez, une personne qui a une conviction, c'est difficile de détourner cette personne. Et comme on avait vu ces derniers temps des partis de la place qui crient au détournement, moi je ne dirais pas que ce sont des détournements. Parce que si ces personnes étaient réellement convaincues du pourquoi ils étaient là,
ils ne seraient pas partis. Et s'ils étaient déçus par les dirigeants? Parce qu'il y a ça aussi. Au fait, ça c'est un autre problème parce que quand moi par exemple je suis partie du bloc républicain, voilà, bel exemple. Justement pour conviction personnelle. Et je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Et je ne suis pas partie parce que moi je veux travailler pour la République, je veux travailler pour le Bénin et je ne veux pas être une accompagnatrice au fait de personnes. Vous voulez compter? Oui, je veux compter et je ne veux pas être que des chiffres. Je veux réellement travailler. Et c'est pour cela d'ailleurs que je pense que Moël étant un parti de jeunes, donne l'occasion aux jeunes de travailler pour eux. Pas de se faire exploiter par X ou Y. Parce que travailler pour soi, même si gagner 1000 francs par jour pour soi et gagner peut-être 10 000 par mois pour quelqu'un d'autre, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ces personnes, je pense que les partis politiques doivent réellement faire des séances avec leurs partisans pour leur parler de leur idéologie, pour pouvoir les fidéliser, pour qu'ils n'aillent pas un peu partout, qu'ils ne soient pas des partisans hasardeux, tout simplement. Alors, Imelda Bada, nous sommes en train d'arriver au thème de cette émission. C'est qu'en 2 minutes, c'est vite passé. Si on vous demandait de tirer les conclusions de cette émission et surtout ouvrir sur vos perspectives. Je vous remercie, Monsieur Dagwa, pour l'occasion que vous me donnez de revenir sur la chaîne Diaspora FM. Et je pense que nous avons fait un grand tour. Et aujourd'hui, je pense que tout un chacun de nous, Béninois, devions prendre conscience réellement que le Bénin n'est pas pour une personne et que quand on parle de l'État, on parle de tout un chacun de nous et nous devons apporter notre pierre à l'édifice. Nous ne devons pas dire que, bon, parce que je suis un meunier, je ne compte pas pour la République, parce que justement sans le meunier, le maïs ne sera pas moulu et il n'aura pas de pâte pour manger. Donc chacun de nous doit pouvoir réellement prendre conscience de ça et œuvrer pour le développement à échelle que nous pouvons. Donc je profite également de l'occasion pour demander à la jeunesse de ne plus se laisser guider, de ne plus être des épouvantails, mais de mettre leurs 2 pieds par terre et d'agir réellement pour le bien de notre pays. Et de ne pas permettre qu'on détruise ceux qu'ils ont hérités et ceux qu'ils vont léguer plus tard à leur descendance. Alors, dernière question. Imelda Bada à Moël Bénin, cela signifie quelle sera-t-il la ligne de départ en 2023 pour l'Assemblée nationale? On pourrait la compter parmi les heureux élus? Monsieur Dagwa, je me réserve cette réponse. Mais je peux vous assurer de ma proximité sur le terrain pour 2023. Je serai présente sur le terrain. Je travaillerai pour que la gente féminine qui aujourd'hui... Non, ça c'est un langage politique. Imelda Bada est candidate ou pas? Je me réserve la réponse, Monsieur Dagwa. Je me réserve la réponse. Mais je serai réellement sur le terrain et je ferai en sorte que mes sœurs et mes mamans puissent rayonner et travailler réellement sur le terrain politique béninois. Merci à Imelda Bada. Je rappelle, elle est membre du bloc... non, elle était membre du bloc républicain, mais aujourd'hui, elle est membre Moël Bénin. Elle nous a expliqué pourquoi elle est partie. Aujourd'hui, on a fait quand même le tour d'horizon
de l'actualité politique et sociale du Bénin. Vous avez entendu ses lectures, notamment des différentes situations qui se posent au plan national, ses solutions aussi. Malheureusement, elle n'a pas pu nous dire en fin de compte si elle sera candidate ou pas. De toute façon, Diaspora FM est présente et regardera cela d'un œil tout particulier et pourra vous rendre compte en temps opportun. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. C'était le grand direct de Diaspora FM. À samedi prochain.